Le Book Club. Délicatessen, délicatessen. Épisode 1, Nicolas Chemla. Ici débute l'aventure de ce podcast littéraire avec Nicolas Chemla, enfant de banlieue parisienne qui a grandi dans une petite bourgade tranquille. Chemla a beaucoup vécu, beaucoup voyagé et beaucoup travaillé aussi. En 2014, il publie un essai chez Séguier qui l'amènera ensuite à tout plaquer, son travail, son quotidien, ses convictions peut-être aussi, pour s'adonner presque exclusivement à l'écriture. Des romans envoûtants dans lesquels Chemla nous surprend mais surtout nous bouscule. En 2023, son livre L'Abîme, paru aux éditions du Cherche Midi, m'a totalement, faut bien le dire, époustouflé. C'était un livre exutoire avec un effet cathartique où se mélangeaient les genres entre films d'horreur, scènes de sexe intenses et tirades poétiques. En attendant, nous sommes ici pour parler de L'Ensorcelé, dernier roman aussi paru aux éditions du Cherche Midi en 2026. Nicolas Chemla, bonjour. Bonjour Lolita Sen. Merci d'être en notre compagnie pour ce premier épisode avec lequel je souhaiterais instaurer une petite tradition d'ouverture en commençant par parler du patronyme ou pseudonyme, enfin ça dépend en fait de mon invité. Alors il paraît qu'à travers le nom, le prénom, on peut découvrir une personnalité, une histoire familiale, ancestrale peut-être aussi. Alors Nicolas Chemla, déjà j'aimerais dire que je suis dyslexique, il m'a fallu le répéter parce que je disais Chelma, donc j'ai fait des exercices. Vous Chemla, n'êtes pas la Chemla. seule. Oui. Pourriez-vous donc me parler un peu de votre nom, son origine que je crois séfarade, et Oui. peut-être ainsi, peut-être nous parler un peu de vous, qui est Chemla chez vous ou pour vous? C'est effectivement une question pas inintéressante dans le sens où donc Chemla, c'est effectivement un patronyme juif tunisien assez répandu, commun, on peut dire. Donc j'ai effectivement cette origine tunisienne, mais surtout en fait je viens d'une famille mélangée. C'est-à-dire que je suis à 75% tunisien, 25% du côté de ma mère. Le père de ma mère est un Français dit de souche. Et donc là où ça peut potentiellement être intéressant par rapport à notre sujet qui est la littérature, c'est que ça a vachement structuré mon regard et ma position dans le monde. Le fait d'être toujours à cette situation un peu interstitielle, on va dire, cette zone trouble. Il y a une zone à la fois d'échange, de rencontre, mais de doute aussi, de fluidité, de regard qui évolue, en fait, que ce soit sur moi-même ou sur le monde, ou du monde sur moi. C'est-à-dire que les gens se trompent assez systématiquement sur mon compte. Et donc voilà, c'est ça, Shemla, en fait. Enfin, je pense que c'est en ça que pour moi c'est important. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans une situation un peu de outsider, extérieur, mais c'est pas seulement extérieur, c'est vraiment interstitiel. Le fait que dans mon sang même, dans mes origines, dans ma famille, dans mon ADN, il y a un échange et une fluidité permanente. Oui, cette Qui pour fluidité moi, d'ailleurs, on la retrouve beaucoup dans vos livres. Il y a vraiment cette idée de passer d'un bord à l'autre et de pas être figé dans une catégorie. Depuis d'ailleurs une dizaine exactement. d'années, vous avez publié 7 livres, enfin, j'espère avoir bien compté, parce que à cela s'ajoutent en fait des recueils collectifs, tout comme ce dernier paru en mars aux éditions Et oui, Séguier, Un magnifique. jour le diable. Deux maisons d'édition auxquelles vous êtes très fidèles, donc les éditions Séguier et Cherche Midi, qui sont conjointement dirigées par Jean Le Gall. Alors je me demande comment s'est faite votre première publication, pourquoi Séguier, le Cherche Midi, est-ce une relation passionnelle avec ces éditions? Oui, possiblement. Enfin, en tout cas, c'est une relation très personnelle et privilégiée, et pour moi, une chance incroyable. Alors, la fidélité, c'est d'abord parce que c'est ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est de plutôt très, très fidèle, de manière générale, mais après, je pense que c'est aussi que j'ai pas énormément le choix. C'est-à-dire que globalement, j'ai été beaucoup ignoré par les autres maisons un peu plus installées. Et après, je pense qu'il y a vraiment comment on dit, une rencontre de nature en fait similaire. C'est-à-dire que Jean Le Gall, enfin, on a des personnalités très différentes, mais il a un parcours quand même assez similaire au mien. Il vient de l'univers privé. Je crois qu'il était avocat d'affaires. Il a vécu à New York, dans des milieux qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais comme moi, ça a toujours été sa passion première et directrice, j'ai envie de dire.
Et donc peut-être qu'il fallait rencontrer un homme comme lui pour avoir la chance d'être compris en fait. C'est-à-dire que ma première proposition, c'est Lucifer, donc c'est le premier livre qu'on a sorti ensemble, sous-titré Pourquoi le luxe nous possède. C'est un livre à nouveau totalement inclassable. On dit que c'est un essai, certes, mais est-ce que c'est un essai sur le luxe? Est-ce que c'est un essai sur le diable? Est-ce que c'est un essai sur la poésie et la littérature? Et Jean, en fait, je l'ai rencontré un peu par hasard. Une fois, j'étais à une soirée, je disais que j'avais ce projet d'écrire et j'ai rencontré, donc il y avait un type que je connaissais pas avec qui je fumais une clope sur le trottoir, qui me dit ah bah je vais te filer le contact d'un type que je connais, ça peut l'intéresser. Et en fait, Jean a tout de suite compris l'intérêt de ce livre et l'unicité, la singularité de son regard. Bah, je pense que c'est une chance incroyable d'avoir une relation comme ça qui se construit sur le long terme. Voilà, donc L'Ensorcelé, c'est l'histoire d'un homme en rupture avec à peu près tout dans sa vie. Burn-out au travail, divorce avec son ex-femme, lien distendu avec sa fille woke, bref, en rupture avec la société, sorte de crise de la quarantaine. Alors cet homme s'en va. Le roman s'ouvre sur ce grand, géant, homme cuirassé solitaire qui dompte, je vous cite, sa cylindre toute de chrome et de nuit, une virée à moto jusque dans les Alpes qui nous embarque dans un voyage méditatif et littéraire. Alors, je voudrais te parler d'abord de cette introduction, cette virée à moto. On retrouve un peu cette même introduction dans Monsieur Amérique. Vous invitez le lecteur à prendre la route et à découvrir la Pennsylvanie. Dans l'abîme, vous invitez l'œil du lecteur à parcourir la façade d'un immeuble gravé de fresques. On s'enfonce dans les détails de l'architecture. Pour l'ensorceler, c'est donc cette virée à moto qui dure une trentaine de pages finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces introductions? Est-ce qu'elles forcent le lecteur à vous suivre? Ouais, on peut, on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je suis très attaché au début de livre, hein. Pas seulement la première phrase, mais je pense que on impulse comme ça un rythme dès les premières pages. Et après, bon, il y a des livres qui se construisent peut-être un peu plus sur la durée, mais euh, je pense que ça demande une certaine autorité, que généralement c'est des auteurs qu'on va suivre parce qu'ils sont déjà dans une telle position de domination culturelle qu'on se dit, bon, ok, je vais me taper 200 pages, mais je sais qu'à un moment, ça va décoller. C'était le cas, par exemple, sur le dernier Carrère, par exemple, où la plupart des gens qui ont lu le bouquin m'ont dit que, voilà, ils se sont farcis les 250 premières pages parce qu'ils savaient qu'à un moment, ça allait être bien. Moi, je suis un Vous petit en faites auteur 30. non, 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 justement, j'en fais pas 30. J'en fais 30 où dès la première page, en fait, Oui. j'embarque le lecteur avec moi parce que précisément, je suis pas du tout dans cette position-là. Je pense que les gens qui me lisent, la plupart ne me connaissent pas, n'ont pas entendu parler de moi. Et donc, ils n'ont pas cette confiance en moi pour se dire, je vais m'emmerder pendant 200 pages, mais à un moment, ça va être génial. Moi, je pense que dans ma position d'auteur relativement inconnu, j'ai besoin d'imposer d'emblée le désir, enfin, ou de susciter, mais de l'imposer aussi. Moi, je crois, c'est une forme de prise en main, le désir de me suivre dès la première page. Et donc, on se dit, on est embarqué comme ça dans une épopée, même si dans le fond, enfin, je veux dire, le sujet lui-même n'est pas nécessairement épique. Euh, Oui, et c'est voilà. ça en fait. Après, finalement, les 300 autres pages suivantes, qui sont composées de ces réflexions, de ces pensées, se font au fil d'une randonnée improvisée. D'où sort cette... vous pratiquez la randonnée peut-être? Pour moi, le plaisir de la littérature, mais comme du cinéma, en fait, hein, les deux sont très très proches dans ma tête pour plein de raisons. Euh, il est jamais dans le quoi, il est dans le comment. Moi, je me souviens de mon prof de première, qui est vraiment le mentor, qui a joué un rôle assez important dans mon épanouissement personnel et intellectuel et littéraire. Il nous disait, un bon écrivain, il peut faire 200 pages sur une brosse à chiottes et on aura envie de le suivre. Et ça m'a vachement marqué. Et moi, je crois vraiment à ça. La plupart des romans que j'aime sont des romans qui ne racontent rien de particulier et qui en même temps racontent tout, qui vous recréent un monde, qui vous recréent une subjectivité ou des subjectivités, qui les construisent, qui les déconstruisent. Et il y a un plaisir, une jubilation à la fois
pour moi en tant qu'auteur, mais pour le lecteur, je l'espère, et a priori, c'est quelques retours que j'ai eus, de voir comme ça, d'assister en fait à cette efflorescence, à cette flamboyance en fait c'est comme un magicien en fait, c'est comme aller à un spectacle de magie. Et donc je trouve ça, enfin moi je trouve ça hyper excitant et à nouveau c'est ce que j'aime. Je cite beaucoup le théâtre de Sabat dans L'Ensorcelé. C'est quand même un roman sur rien quoi. C'est impossible à résumer. Oui, mais l'un comme l'autre, Et on peut pas dire qu'il n'y ait pas de tension dramatique. Finalement, il y en a une. On- ah bah oui, donc il y a une tension dramatique et il y a une tension stylistique. Mais la C'est tension ça. dramatique, pour moi, l'idée de l'ensorceler, elle m'est venue parce que je suis effectivement tombé sur ce tunnel à un moment où je devais effectivement rejoindre une guide en haut d'un barrage. Et bon, j'en suis sorti vivant, hein, mais j'ai trouvé ça tellement incongru, tellement et surtout en fait, je me suis dit, ça donne la tension dramatique. À partir du moment où un type rentre dans un tunnel, on a envie de savoir s'il va en sortir. Et donc je me suis dit: «Bah, voilà, là je tiens un truc qui permet», comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un squelette, il y a une ligne directrice et comment littérairement, comment la littérature va s'en sortir, en fait. Il y a un type que j'adore en ce moment, enfin depuis quelques années déjà, mais qui s'appelle Cartarescu, Mircea Cartarescu, qui est un auteur, roumain. Dans Solénoïde, qui est un de ses romans, vraiment cultes, il commence par 200 pages sur des morpions. Un type, il est et ça fait 200 pages. Enfin, on parlait de mes 30 pages à moto. Ça fait 200 pages sur des morpions et c'est génial. Enfin, c'est 200 pages qu'on dévore nettement plus rapidement que 100 pages d'un auteur quelconque qui écrirait pas très bien. Parce que après, il y a différents rapports à la lecture, mais moi, en fait, quand c'est mal écrit, j'arrive pas à avancer, en fait. Cet homme qui n'a pas de nom et qu'on appelle donc le géant marche seul, médite et râle. On retrouve d'ailleurs ce genre de protagoniste dans vos précédents livres, un peu ingrat, un peu blasé, un peu énervé de la société, mais aussi toutefois sensible, drôle et réaliste surtout. Est-ce que ce sont des personnages totems? Euh, Est-ce vous peut-être? il y a toujours un peu de soi dans les romans. J'essaierai pas trop vous dire en fait. C'est vrai que en fait l'abîme et l'ensorcelé, je les ai écrits quasiment au même moment. Enfin, je les ai Ok. vraiment écrits en même temps. Et donc avec deux approches relativement différentes, hein. Enfin similaires on va dire plutôt. Euh, c'est comme vous disiez, c'est une histoire d'enfermement. Il y en a un qui se passe entièrement dans un appart, l'autre qui se passe quasiment entièrement dans un tunnel. Euh, et un petit appart, il faut préciser. Euh, et donc, effectivement, je pense que les deux personnages reflètent un certain état d'esprit dans lequel je pouvais être à cette époque. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur le patronyme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la rencontre en fait entre une subjectivité et le monde, parce que c'est des personnages en fait qui amplifient, qui magnifient l'expérience humaine. Enfin, je veux dire, on est tous confrontés à ce décalage entre ce dont on rêve et la réalité. En fait, le réel, c'est ce qui résiste. On est tous animés, motivés par des envies, des désirs, et puis la vie. Il y a la vie, voilà. Mm. Et pour moi, le roman, il est là. Enfin, tous les romans sont là, tous les romans se jouent là. Le reste, bah, ça m'intéresse moins. Ouais, ce sont des personnages, c'est vrai, qui sont un peu millefeuilles. C'est-à-dire qu'ils se composent, puis ils se décomposent, puis ils se recomposent. Et on est avec eux, on va, on vient comme ça. Les sentiments peuvent être à la fois contraires, très forts, moi, je sais que je me suis hyper attachée à ces personnages, à ces hommes. Et parfois, c'était un petit peu rebutoire. Il y a cette idée, oui, vraiment de millefeuille, je trouve, qui les compose. Alors, vous racontez aussi les origines iraniennes du père. J'aimerais comprendre pourquoi, ou alors comment, à ce point de vue-là, ce pays. Mais je trouve que j'ai une fascination pour la Perse depuis quelques années déjà. Enfin, je sais pas, on va dire une vingtaine d'années. C'est une culture absolument fascinante, primordiale, j'ai envie de dire. D'un point de vue purement très pragmatique et romanesque, en fait, à nouveau, parce que par rapport à ce qu'on se racontait tout à l'heure sur l'identité, mon rapport à l'identité, je voulais pas je voulais pas que mon personnage soit d'origine tunisienne comme moi. Je voulais qu'il soit d'une identité multiple et fluide et
métissé. Donc on a un peu posé le décor, je crois. Ouais, Un mec gender fluide, on pourrait dire, géant, qui se ouais, retrouve à marcher dans la montagne et qui se perd, forcément, sinon c'est pas drôle. Et là, il se retrouve donc devant un barrage avec une porte. Donc je dois dire que cette porte, elle me reste encore en tête. La description est tellement belle que j'ai presque l'impression qu'elle existe en fait. C'est une sorte de portail spatio-temporel, je pourrais dire. ouais, Et il entre dans une sorte de tunnel, donc, qu'il imagine être un raccourci, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que la nuit va tomber et qu'il faut qu'il rentre, mais ce tunnel est finalement infini. Et là, donc, le roman prend une toute autre tournure, plutôt fantasmagorique, fantastique presque, horrifique. oui. Comme je disais, j'ai inspiré vraiment d'une expérience personnelle, hein. Je suis vraiment tombé sur cette porte en une fin d'après-midi où j'allais explorer le barrage sur lequel j'avais rendez-vous le lendemain. Et donc c'était totalement incongru. Puis il y avait ce côté un peu ouais, liminal à nouveau. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse toujours dans la littérature, c'est les zones interstitielles. Ce barrage en Suisse, donc le barrage de Mauvoisin, qui existe vraiment, hein, la première fois que je l'ai vu, enfin n'importe qui le voit, je pense, a ce sentiment de se trouver face à quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être à un moment où le monde bascule, enfin où la réalité bascule dans quelque chose d'autre, parce qu'il est tellement gigantesque, il est tellement impressionnant, il est tellement pur dans sa forme. On a vraiment l'impression comme ça c'est ce que je dis dans le livre, hein, d'un pan entier du décor qu'on aurait oublié de peindre. Et alors quand en plus on tombe sur cette porte, qui est vraiment une porte urbaine, industrielle, en plein cœur de la montagne de la Roche, quoi, incrustée dans la roche, on se dit mais c'est pas possible, il y a et je suis dans un jeu vidéo, en fait. Il y a quelque chose comme ça de très troublant. Pour moi, c'est la position de l'écrivain, du poète, du romancier. C'est d'avoir ce regard, ce doute permanent sur ce qu'on vit, en fait. On n'est jamais très certain de la réalité des choses, et c'est dans ce trouble-là que peut naître une forme d'excitation ou d'émulation, enfin pas d'émulation, pardon, de stimulation ou de jubilation littéraire. J'aimerais lire un petit passage de cette porte, Ah, page allez-y. 127. Et là, il la voit, c'est comme un décor de cinéma, juste là devant lui, à même le flanc de montagne que longe la route. Une porte, creusée dans la roche. Une vraie porte, rectangulaire, régulière, lourde, plus de 2 mètres de haut. Pas une modeste ouverture ou un petit portail ou un simple battant brinque-ballant frais de briques et de broc. Non, une grosse et large porte industrielle, en métal, comme on en trouve en ville, comme les lourdes portes pour les piétons à l'entrée des parkings. Une porte légèrement enfoncée par rapport à son épais cadre de béton, barrée à l'horizontale par une poignée pression sur toute sa largeur, le genre sur lequel il faut appuyer et pousser vigoureusement pour l'ouvrir et qui se referme toujours en claquant, trop lourd et trop fort. Mais tout ça, directement dans la roche, comme une énorme pièce de métal greffée à même la peau de la montagne. Et oui. Alors, le mec marche. Oui. J'aimerais qu'on entre un petit peu plus dans le personnage et sa vie lui revient. Donc, ses relations, son ex-femme, Estelle, son enfance aussi. Il quitte sa vie au sens propre comme au sens figuré, dans cette espèce de boyau étrange. Et finalement, il n'est jamais seul, hein. Il est traversé par tous ses souvenirs, tous ses personnages, tous ses moments, toute cette littérature aussi, comme s'il était au dernier instant de vie, comme s'il revisitait son passé par flash. Ce qui m'intéressait à nouveau, enfin, j'en reviens toujours à la déconstruction de l'identité, en fait. J'avais envie, en fait, via ce personnage, de, de donner cette expérience de la déconstruction, en fait, de la déformation de soi. Parce qu'à nouveau, je pense que l'identité est un leurre. On n'est jamais figé dans un jeu JE qui n'évoluerait pas. Et donc oui, mon héros, en fait, se demande qui il est. Et je pense que à nouveau, le fait que
Il ait vécu plusieurs vies, le fait qu'il soit d'origine fluide et métissée, le fait que il se sente pas nécessairement enfermé dans une forme de masculinité un peu figée, traditionnelle, puisqu'il parle de ses aventures multiples, Homme ou femme, ouais. En tout cas, hommes ses et rêves femmes. queer ou voilà. Voilà, c'était une manière aussi de magnifier enfin d'amplifier, de regarder au miroir agrandissant, là, au microscope, Tout ce que la à la société loupe. n'aime pas, en fait. La société n'aime pas quand les personnes sont multiples et peuvent avoir Mais différentes. alors, oui, c'est-à-dire non seulement la société, mais à nouveau, moi j'écris beaucoup pour, mais j'écris aussi pas mal en contre. Non seulement la société n'aime pas ça, mais moi j'ai l'impression la littérature contemporaine en fait, ne sait plus faire ça. Je ne vois, et, enfin, pas que, mais essentiellement, et notamment parmi les, les, les auteurs ou autrices qui peuvent être encensés, alors on va dire oui, il est jaloux, machin. C'est pas une question de jalousie, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se trompe en fait. J'entends, je vois, je lis beaucoup de voix qui sont figées et qui sont dans une forme de revendication d'un jeu JE contre le reste du monde. Alors que moi, je pense que la littérature, elle n'est pas du tout dans ça. Elle est dans je suis traversé par le monde. Et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout la même approche. Et donc, du coup, ça donne aussi un style, ça donne aussi une narration totalement différente. Parce que je parle beaucoup des livres qui déroulent leur programme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la littérature s'enferme, mais comme le cinéma, hein, et pas seulement du fait des algorithmes, mais de tout un tas de réalités sociologiques qui font que la littérature aujourd'hui s'enferme dans des propositions qui sont très figées, où on déroule le programme d'entrée de jeu et puis voilà, on s'en tient à ça. Alors que pour moi, la littérature, elle est fondamentalement libre et elle doit échapper à son programme. Et donc c'est ça moi c'est ça qui m'amuse en tant que lecteur et c'est ça qui m'amuse en tant qu'auteur. C'est je déroule une pelote de laine, mais je la fais valser dans tous les sens. Ouais, Et c'est c'est politique en fait. Pardon. complètement. Alors, est-ce que la littérature est politique? Certainement. Ah bah, je pense que oui, tout est politique, mais moi, la manière dont je traite la politique en littérature est de manière radicalement autre, radicalement différente de la plupart des auteurs et autrices qui se disent politiques, mais qui le font d'une manière à nouveau très figée. C'est-à-dire que pour moi, on doit, quand on veut défendre la liberté, la diversité, l'interculturalité, le multiperspectivisme, on ne doit pas s'enfermer dans un discours figé, très manichéen, moi contre le monde, la victime contre l'oppresseur, mais au contraire, la littérature, pour moi, si tant est qu'elle soit politique, qu'elle est politique, euh, sa politique doit être précisément de raconter la complexité du monde, sa fluidité permanente. En fait, c'est ça que je trouve assez troublant, c'est que le mot queer est devenu récemment très à la mode. Alors, bon, pour les gays comme moi, c'est depuis les années 90 déjà, et Mhm. même 80, on, on, on s'excitait autour de ce mot, mais il a fini par devenir l'inverse de ce qu'il est censé être. C'est-à-dire que la vraie identité queer, elle est dans le trouble, elle n'est pas dans une espèce de copier-coller euh, très fivé comme ça de moi contre le patriarcat. C'est pas du tout ça là. Nietzsche a écrit si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde en toi. Ça signifie en fait que celui qui combat doit faire attention à ne pas inverser ce combat, à aller trop loin et donc à devenir lui-même l'antithèse du combat, ce qu'on voit aujourd'hui constamment dans notre société et dans l'actualité. Finalement, celui qui devient extrémiste, parce que c'est ce que vous évoquez dans vos romans, qu'aller vers la radicalité d'un système, quand on est anti-tout, on devient soi-même extrémiste. Mhm. Oui, je pense que euh, en fait, donc moi, je parlais tout à l'heure de mes études à Londres. J'étais à la School of Oriental and African Studies à Londres à la fin des années 90. Donc, on appelle ça la SOAS, School of Oriental and African Studies. C'était vraiment le berceau de la pensée décoloniale, post-structuraliste, déconstructionniste en Europe. Et donc, moi, j'ai complètement baigné là-dedans.
Et donc c'est assez marrant de voir 25 ans après cette espèce de retour de la French Theory via les universités américaines et anglo-saxonnes dans les universités françaises, avec, on va dire, j'ai envie, presque 25 ans de retard. Mmh. Euh, mais ce qui est à la fois amusant et affligeant, c'est la mécompréhension de ce qu'est la déconstruction. Moi, j'ai adoré Derrida dans les années 90, quand j'étais étudiant. Je trouvais que justement, c'était une pensée ludique, c'était une pensée de mouvement permanent, une pensée de la marge, mais qui ne s'enferme pas dans la marge, d'un aller-retour permanent. Et en fait, la déconstruction ne s'arrête jamais. Or, là, la manière dont elle est récupérée par une espèce de pseudo-penseurs à la mode, et c'est une mécanique figée. Alors que c'est exactement l'inverse de ce que Derrida défendait. Mmh. Et donc, dans L'Ensorcelé, il y a effectivement, je fais dire à mon personnage, quand sa fille lui en veut de lui montrer des Gauguins, je lui fais expliquer en fait, la déconstruction ne s'arrête jamais, qu'il faut qu'elle déconstruise son propre regard, que le regard que elle, en tant que jeune fille occidentale des années 2020, porte sur ce tableau-là, doit lui-même être déconstruit. C'est-à-dire que effectivement, c'est intéressant de déconstruire le personnage de Gauguin, de le resituer dans son contexte, mais le regard que nous-mêmes on porte dessus doit être déconstruit. De la même manière que le regard de comment dire, d'un homo aujourd'hui, d'un queer aujourd'hui, doit se retourner, enfin la déconstruction doit se retourner sur elle-même. Et en fait, moi, ça me rend malade, en fait, les gens qui sont comme ça absolument figés dans leur certitude et qui s'y tiennent comme ça, puis qui bougent plus, vous voyez. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait pas de la littérature. Il peut y avoir d'autres domaines dans lesquels c'est important D'être figé. Mmh. j'en sais rien, peut-être, Mmh. sans doute. En tout cas, pas en littérature. Pour moi, pour moi, ça crée des livres affligeants, quoi. Enfin, qui me tombent littéralement des mains. D'où peut-être donc l'humour, hein, qui s'infiltre partout au fil du texte, un humour noir, implacable, un peu glaçant. Enfin, moi j'adore, je suis hyper premier degré, je suis pas du tout, je comprends pas les blagues en général, et pourtant Moi non plus. dans L'Ensorcelé ou l'Abîme, c'est exactement l'humour que j'aime. Ah, Par exemple, il y a un passage avec son grand-père qui délire et qui voit un portrait de Jean-Pierre Foucault accroché au mur de la chambre, je vais le lire, et que ouais. j'adore. Page 179. Et à l'hôpital, quand il passa la tête dans la chambre où le vieux était en train de mourir, plutôt que de l'encourager à avancer, sa mère le retint brutalement par l'épaule, parce que les infirmières, qui tentaient de maîtriser le vieillard, leur lançaient des regards sans équivoque, qui disaient de revenir plus tard. Là, c'est pas le moment, voyez-vous. Il avait le pantalon baissé, les jambes souillées et ses yeux glacés, fixés sur le mur absolument nu, ses yeux exorbités et vides. Il se débattait comme un lion, et ce fut la même voix de tonnerre qui fit trembler l'enfant jusque dans son cœur. Le grand-père, délirant, hurlait. Mais enlevez-moi cette photo de Jean-Pierre Foucault sur le mur, là. Qui a mis ça là? Enlevez-moi ça tout de suite. Je vous dis que je ne peux plus l'encadrer, son sourire de merde à cet abruti. Je veux plus le voir. Le garçon s'était assuré une dernière fois qu'il n'y avait ni cadre ni télé sur cet affreux mur jaune pisse et était parti en courant jusqu'au parking entouré de grands arbres tristes balayés par le vent et la pluie. Et il s'était mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Le grand-père était mort le lendemain. Ça l'avait terrorisé et ça continuait de le terroriser. Qu'est-ce qu'il verrait, lui, juste avant de mourir? Quelle serait sa dernière image? Alors c'est Oui, à la fois triste, beau, marrant, enfin... ouais. Est-ce qu'il faut de l'humour finalement pour enrayer tout ça, pour enrayer toutes ces nouvelles, enfin toutes ces Ah ouais, philosophies un peu ouais, ouais, extrémistes ou... ouais, ouais, je pense que c'est un des grands mots de la littérature contemporaine, c'est le manque d'humour, enfin, ou en tout cas, il ne s'agit pas de faire poète-poète, tralala, mais au moins d'avoir cette élégance, enfin, je pense, de pas se prendre complètement au sérieux, enfin voilà, la vie est une comédie absolument tragique et en même temps absolument amusante si on sait la Mhm. voir comme telle. Et à nouveau, enfin, je trouve qu'il y a tellement de textes contemporains qui sont plombés par cette espèce de sérieux implacable. Et, et ça n'empêche pas l'ambition. Enfin, je veux dire, moi,
je pense qu'on peut assez facilement dire que j'ai une ambition littéraire, on va dire assez XXL. Hein. J'écris pas petit, on va dire. Mmh. Mais en même temps, bah voilà, je me déconstruis moi-même. J'essaye de toujours renverser un peu la vapeur et de faire en sorte que dans les grandes phrases et les envolées lyriques et cette espèce de machine qui avance d'un paragraphe à l'autre, il y ait toujours cette espèce de regard un peu décalé, de petite voix qui dit oui, enfin bon, on va peut-être se calmer un peu, quoi. Et donc il y avait ça effectivement dans l'abîme, hein, dès la première description, ça partait très gothique et la fin du premier paragraphe, je parlais du dark web, donc il y avait comme ça une espèce de choc un peu de rencontre des univers qui instaurait d'entrée de jeu ce décalage et cette distance du regard qui devait signifier au lecteur on va quand même, on n'est pas dans du gothique premier degré, il va y avoir Mmh. toujours un peu de mais tout le monde l'a pas vu, hein. C'est pour ça que je suis très, content que vous Mmh. ayez souligné cet humour parce que pour moi, L'Abîme est un livre où il y a beaucoup d'humour, mais qui est effectivement un livre assez glaçant, terrifiant mais où il y a quand même beaucoup d'humour et tout le monde l'a pas vu, donc j'étais un peu déçu et là, dans L'Ensorcelé, ouais, c'est pareil, je pense que c'est alors ce passage en particulier pour moi est assez effectivement tragique parce qu'il est inspiré, hein, d'un souvenir, personnel, Il est comique aussi. et en même temps, il est comique parce que c'est terrifiant, enfin, c'est terrible. C'est la dernière image de penser qu'un ça peut être la dernière chose qu'on voit au moment de mourir. C'est une espèce de persistance rétinienne, des conneries qu'on a vues à la télé, dont on s'est gavé dans ces dernières années de retraite parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre que d'être devant l'écran. Je trouve ça absolument glaçant et en même temps, c'est vraiment, voilà, c'est l'essence même de la comédie humaine, quoi. Voilà. Alors peut-être que le roman s'appelle L'Ensorcelé en hommage à l'ensorcelé et eux de Barbey, mais on est loin du Cotentin, des Ouais. thématiques rurales et des histoires familiales. Là, on a compris, hein, c'est un petit peu le côté ras-le-bol du monde, ultra connecté, ultra moderne, ultra aseptisé. Alors pourquoi ce titre, L'Ensorcelé? Alors, Barbey est effectivement une référence revendiquée, mais assez lointaine. Mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça du Cotentin, pardon. Il y a quand même, enfin, dans l'Ensorcelé, il y a beaucoup de passages de marche au travers de paysages hantés. Mhm. Et donc, il y a un peu de ça enfin, il n'y a pas qu'un peu de ça dans l'ensorcelé. L'ensorcelé, c'est ça. C'est-à-dire Mm. le type avance dans une vallée qui se trouve être la vallée des sorcières. Donc ça, j'ai découvert en écrivant. Hein. Je le savais pas quand je m'y suis rendu et je le savais même pas quand je m'en suis lancé dans le projet de ce roman. C'est en écrivant le roman que je me suis rendu compte que on était là dans le berceau même de la chasse aux sorcières. Euh, qui a dévasté l'Europe pendant 200 à 300 ans. La Avant chasse aux l'écrit sorciers. la chasse aux sorciers et aux sorcières. Oui, voilà. On dit chasse aux Non, non, sorcières, mais mais donc oui, oui, effectivement, je prends non, parce qu'en le plus, soin il y a de. des données de recherche, j'imagine, que vous avez faites. C'est vrai que Oui, 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 oui. quand vous dites que par rapport aux chiffres, il y avait plus d'hommes que de femmes qui ont été tués, c'est vrai que... Alors, ça dépend sur quelle période de l'histoire on se penche. Mais disons que oui, effectivement, je pense que c'est un abus de langage de parler de chasse aux sorcières et toute la récupération néo-féministe qui a été faite autour de la figure de la sorcière est, à mon sens, abusive. Et donc, à nouveau, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça fait bien De longtemps que je déconstruire. m'intéresse à la figure de la sorcière. Quand je donnais des cours sur le genre à Sciences Po, j'utilisais effectivement la figure de la sorcière comme étant, voilà, donc c'était avant hein, le livre de Mona Chollet, mais il y a effectivement quelque chose qui se joue là dans le rapport à la domination masculine, mais c'est abusif de le limiter à ça, parce que de Mm. fait, on va dire, c'est entre 40-60 le pourcentage, ou 50-50, ou 70-30. En fait, ça dépend quel pays, ça dépend quel siècle on regarde. Et de fait, aujourd'hui, la pratique de la sorcellerie est encore, enfin, est essentiellement de la vraie sorcellerie, hein, pas de la sorcellerie Instagram. C'est essentiellement des hommes. Mais bon, donc ça, on va le mettre de côté. Mais donc le rapport à l'ensorcelé et eux, oui, il y a quelque chose comme ça un homme qui avance
ou qui traverse une vallée qui est le berceau de la sorcellerie, enfin ou de la chasse aux sorcières, et donc qui se trouve comme ça hanté par son passé, mais aussi par le passé de la vallée, par les esprits qui rôdent, parce que moi je crois beaucoup à l'esprit des lieux. Hein, donc Murnau des Ténèbres, c'est l'esprit des lieux. L'abîme, c'est, je raconte l'esprit de mon quartier, l'esprit de mon immeuble dans lequel j'habite depuis 30 ans. Enfin, dont toute la littérature est une histoire de rencontre entre moi et le monde, entre soi et le monde, et de figures comme ça, notamment chez Saul Bellow, hein, d'hommes un peu bigger than life, qui sont des types débordés d'une énergie vitale et d'une force comme ça de dévorer le monde et d'aller vers lui et de s'en emparer et de l'aimer, et qui en même temps se prennent systématiquement la vie en pleine face, et c'est comme ça toujours des histoires de subjectivité contrariée, et qui pour moi donnent des romans qui sont à ce jour indépassables et indépassés, quoi. Mais alors, qui est l'ensorcelé dans ce bouquin? Est-ce que c'est celui qui raconte, parce qu'on comprend finalement qu'il y a une personne au-dessus, qui est un petit peu omniscient, et qui à la fin même tutoie son géant. Euh, Est-ce que c'est le géant? Est-ce que c'est le lecteur? Qui est l'ensorcelé dans tout ça? Alors, euh, à la base, Est-ce de que base, c'est vous? comme on dit, je pense que c'est clairement le géant. Le géant est clairement ensorcelé. Alors ensorcelé de quoi? Il a été ensorcelé par l'amour qu'il avait pour Estelle. Il est ensorcelé par le monde. Il est ensorcelé par les algorithmes. Il est ensorcelé par la dernière personne avec qui il a couché, dont j'explique très, très clairement, hein, qu'elle est comme une sorcière qui traverse le ciel et dont on se demande si elle va finir par le rattraper. Enfin, en tout cas, Mhm. j'espère que le lecteur se demande, parce que ça Oui, crée un peu oui. de tension Mhm. narrative. Euh, donc oui, lui, il est clairement ensorcelé, et donc en fait, en cela, ce que j'essaie de raconter, c'est que on est tous comme ça dans un rapport, ce que je disais tout à l'heure. Si on s'interroge un minimum sur soi et sur le monde, on n'est jamais complètement sûr de ne pas être dans une simulation ou victime d'un sortilège. Après, très clairement, pour moi, le véritable ensorcelé, enfin en tout cas l'ambition que je me suis donnée dans ce livre, c'est le lecteur. Parce que j'en reviens toujours à une approche de la littérature que je revendique, qui est, enfin, c'est un adjectif qui revient assez souvent quand on parle de mes textes, c'est envoûtant, Mhm. ou ensorcelant. Et c'est-à-dire que moi j'étais beaucoup, enfin c'est Baudelaire, hein, qui dit que l'art de manier la langue, enfin je sais plus comment il le tourne Oui. exactement, mais il Mhm. parle de la poésie comme une sorcellerie évocatoire. Et j'en reviens à nouveau à la nature même du langage, qui a quelque chose de profondément magique, hein, surnaturel, métaphysique, divin. Hein, dans la Bible, hein, au commencement était le Verbe. Il y a cette capacité d'émurge du langage, et en même temps cette capacité magique, c'est-à-dire que par la langue, je suis capable, pas je, hein, mais on est capable de déclencher des passions, déclencher des furies, de créer de la folie. Enfin, on le voit bien, hein, le pouvoir des mots, mais aussi d'envoûter, de faire apparaître des mondes qui n'existaient pas, qui n'existent pas. Euh, donc, moi, c'est vraiment ça. J'ai créé un, à nouveau pour rire, avec un peu d'humour, mais en même temps c'est très sérieux. J'ai écrit le manifeste de l'hallucinisme, parce qu'à un moment comme ça, pour rire, je me disais, enfin, moi, donc évidemment, j'adore la littérature du 19e siècle, hein, et donc au 19e, on appartenait forcément à une école. Donc je me disais, bon, moi qui écris aujourd'hui, en 2019, 2020, 2026, quelle serait l'école à laquelle j'appartiendrais? Et j'en suis venu à structurer un peu une approche que j'ai appelée l'hallucinisme. Donc je suis le seul et unique représentant, mais j'invite d'autres auteurs et autrices à me rejoindre. Mais dans cet hallucinisme, en tout cas, il y a cette volonté, cette revendication d'une langue ensorcelante. Parce que pour moi, à nouveau, c'est un retour à la nature même de la langue, et pour moi, c'est la seule chose qui peut la sauver. C'est-à-dire que je pense qu'à l'inverse, à nouveau,
la plupart des plumes qui dominent un peu la soi-disant pensée contemporaine de la littérature, donc on va dire de Annie Ernaux jusqu'à Édouard Louis, en passant par certains critiques que je ne nommerai pas, mais qui revendiquent comme ça une espèce d'écriture à l'os, une écriture plate, une écriture un peu essoufflée, pour des raisons politiques qui, on va pas faire le débat là, mais qui à mon sens sont totalement erronées. Euh, Moi, je pense que le constat de base ne doit pas être celui-là. Le constat, c'est comment on situe la littérature dans la prolifération des propositions de tout simplement passer son temps et l'évolution des technologies. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant lu et autant écrit, contrairement à ce qu'on dit, hein, mais Hmm. pas forcément de la littérature. Et quand j'ai fait ce constat, je me suis appuyé notamment sur une phrase de Herzog, Werner Herzog, que j'adore, qui est donc un cinéaste, mais qui est un cinéaste très littéraire à bien des égards, et qui disait au début des années 70, pour défendre son approche qui est très singulière du cinéma et du documentaire, il disait aujourd'hui, donc au début des années 70, on est dans une civilisation de l'image, des images délavées. Il dit worn out en anglais, ça veut dire délavé, ça veut dire trop usé. Et il disait notamment par rapport à la prolifération des images publicitaires, on est dans un monde d'images délavées. Et donc, lui, il voulait retrouver la puissance d'évocation, de fascination, d'impact, d'ensorcellement de l'image. Et moi, je pense qu'on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. C'est-à-dire que on est dans un monde où on n'a jamais autant produit de mots, de phrases. Donc les réseaux sociaux, c'est quand même ça. Hein. Je veux dire, c'est effectivement beaucoup d'images, mais c'est aussi beaucoup de commentaires, de commentaires, de commentaires, de commentaires sur des posts qui commentent d'autres posts, et des tweets et tout ce que vous voulez. Et donc on a jamais autant écrit de mots. Alors ajoutez à ça en plus la logorée de l'IA. Et donc cette manière d'ingurgiter et de régurgiter des mots qui sont totalement aplatis. Euh, je pense que le lieu même de la littérature doit être au contraire de pas du tout jouer ce jeu-là. Donc ça voudrait dire de Bien faire sûr. des mots comme ça, des phrases très plates, très essoufflées. Au contraire, il faut revenir à la nature même, la force même de la langue. Et donc la nature même de la langue, c'est sa capacité d'ensorcellement en fait, parce que La ce que description. je disais tout, bah, c'est la description et le leurre, c'est-à-dire que Hmm. ce que je disais tout à l'heure, le langage nomme le monde, fait apparaître le monde autant qu'il le recouvre. Et donc dans cette zone trouble là, eh ben c'est là que se joue la littérature. J'aimerais lire un troisième passage, troisième et dernier passage, page 75. Vous évoquez donc l'écriture. Je coupe la phrase, parce que la phrase est bien longue, donc je prends juste la fin. Travailler, Yes. travailler et travailler encore, d'arrache-pied, et du matin au soir, et tourner et retourner 7 fois la phrase entre ses doigts, et bâtir patiemment, brique à brique, des architectures narratives et des personnages en équilibre. Bien sûr, il savait tout cela, mais il fallait écrire. Il écrirait. Puisque plus rien n'avait de sens, puisqu'il avait tout possédé et que tout désormais le lassait, et qu'il ne voyait plus rien à quoi se raccrocher, la littérature, qu'il avait toujours aimée et qu'il n'avait jamais abandonnée, la littérature le sauverait. Est-ce que la littérature vous a sauvé? Ouais, je pense qu'on peut dire ça d'une certaine manière. Alors moi, je crois très peu à. Je pense pas que la littérature ait un rôle quelconque. Je crois que à nouveau, c'est un des grands mots contemporains. Moi, j'adore Victor Hugo, mais je pense qu'on dira peut-être jamais assez le mal qu'il a fait à la littérature, parce qu'il y avait énormément de gens qui se Pourquoi? revendiquent. Mais parce que en fait, c'est vraiment l'écrivain engagé, militant, et donc avec un talent fou. Hein. Moi, j'ai vraiment, c'est un auteur qu'on ne peut pas ne pas aimer, je pense. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette revendication d'une littérature très militante qui doit absolument changer les choses, ou alors d'une littérature thérapeutique, voilà, parce que il fallait écrire. On entend souvent dire ça. Hein, c'est oui, j'avais besoin d'écrire ça pour m'en sortir. Je pense que dans l'ensemble, ça donne de la très mauvaise littérature parce que de fait, tout le monde n'est pas Hugo. Donc, je dis ça un peu en introduction de ce que je vais dire après. Puisque la question, c'est est-ce que la littérature m'a sauvé? Oui, moi, elle m'a sauvé individuellement. Je crois pas que le rôle de la littérature, ce soit de sauver le monde. En revanche, je pense que on peut arriver à un point dans sa vie où on sait pas faire autre chose en
en fait. Et moi, si j'avais pas écrit, je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas le sens de ma proposition. En revanche, je pense que elle- l'acte d'écrire, donc moi, m'a sauvé parce il m'a permis oui, d'exorciser mes démons, mais je m'en tiens pas à ça, j'espère. En- Là où la littérature m'a sauvé, et, et donc où ça va peut-être à l'encontre de ce que je disais avant, c'est que euh, dans l'extrême solitude, on va dire, hein, de l'expérience de la vie, en tout cas dans mon cas particulier, mais je pense on est tous seuls, qu'on soit en couple ou pas, hein, euh, quand on a comme ça une forme de folie qui vous habite, la bibliothèque, c'est l'endroit dans lequel on rencontre d'autres voix qui vous font en fait sentir moins seul, on va dire, et Mm. qui vous réconfortent aussi un peu dans votre folie. Et donc, quand je dis qu'elle m'a sauvé, c'est qu'elle m'a pas soigné. Je crois qu'au contraire, elle m'a rendu encore plus fou, mais moi je crois que l'expérience de la vie, c'est de toute façon de survoler l'abîme, hein. C'est pour ça que je parlais de personnages en équilibre, c'est on avance tous comme ça au bord du gouffre, on n'en a pas forcément conscience, mais le gouffre, il est sous nos pieds en permanence et il est devant nous en permanence. Euh, et donc dans cette expérience-là, écouter, rencontrer d'autres voix qui en ont fait quelque chose. En fait, oui, c'est l'histoire de danser un peu au-dessus du volcan. Prendre quelqu'un par la main et d'avancer en funambule au-dessus de l'abîme, en fait, et de se dire, regarde, voilà, tu n'es pas seul, d'autres que toi ont eu cette sensation-là, et, et donc, je sais pas, pour moi, c'est pas de la thérapie, en fait, c'est d'un autre ordre, c'est plus de l'ordre de la rencontre et, et c'est à la fois un baume et une ivresse, en fait. Ouais, enfin, je sais pas, c'est une manière d'habiter la vie, d'habiter le monde, euh, et peut-être ouais, de se sentir moins seul quand on a l'impression comme ça d'être totalement incompris et constamment confronté à des choses qui nous échappent, en fait. Et oui, d'ailleurs, ça me fait penser au titre de l'album des Mercuriales de Jean-Pierre Montal, si je peux le citer. Les choses m'échappent, je trouve que cette phrase est géniale. Et voilà, de se dire qu'on n'est pas le seul à ne pas comprendre le monde. Magnifique. Pour terminer, on va pas parler de la fin du livre, hein. Le mec se trouve dans ce tunnel, on va pas dire comment ça se termine. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux à la fin. Mais effectivement, il faut pas la spoiler. Mais Non, mais j'ai regardé Easy Rider donc avant cette interview parce que comment résister après avoir lu votre livre qui fait directement hommage au road trip de ces deux motards à travers l'Amérique. Donc je le rappelle, Easy Rider, c'est un film de 1969 réalisé par Dennis Hopper, joué et écrit par Dennis Hopper et Peter Fonda, duo Mhm. infernal. Et on retrouve aussi Jack Nicholson qui mange littéralement l'écran. Donc c'est un film sur la contre-culture. Faut vraiment le voir, quoi. C'est, l'acteur Peter Fonda ne tournera plus grand-chose ensuite. Il est vraiment stéréotypé un peu dans ce genre de contre-culture, d'ailleurs. Ça m'a fait penser un peu à Zabriskie Point, à Las Vegas Parano aussi, forcément, mais aussi par son montage et caméra épaule à certains moments quand il se retrouve dans une espèce de cimetière à Blair Witch. Ouais. Et puis la scène finale que vous évoquez dans votre roman L'Ensorcelé, donc en retranscrivant une interview de Denis Hopper, elle est prodigieuse, surtout pour son époque, cette scène finale. Qu'est-ce qu'est-ce que la contre-culture pour vous? Est-ce que vous avez grandi avec Nicolas Chemla? Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de l'écriture dans votre vie? Est-ce que la contre-culture et l'écriture sont en symbiose? Waouh, vaste question. Est-ce que j'ai grandi avec? Oui et non. En fait, moi, j'étais en même temps, j'étais très top 50 hein, au début des années 80. J'adore encore Wham et George Michael. D'ailleurs, je suis en train de traduire un livre sur lui. Donc, mais j'y suis venu assez vite. Ouais, en fait, dès que je suis passé au lycée, en fait, là, j'ai commencé à fréquenter d'autres types de personnes. Et ouais, la première rencontre, enfin la première fois qu'on entend Led Zeppelin ou Pink Floyd.
Et toute cette période, en fait, on va dire entre 65 et 75, je pense que c'est vraiment un point de bascule dans l'histoire de l'Occident, mais du coup de l'humanité aussi dans son ensemble, hein, parce que ça a impacté toute la culture contemporaine. Au-delà même de l'Occident, hein. Je disais que je travaille beaucoup avec la Chine, et il y Mhm. a encore voilà, une espèce de fantasme comme ça de la liberté individuelle, de, de, de cette capacité en fait à s'inventer sa propre vie, à explorer les zones de la conscience ou de l'inconscience et de la connaissance. Vraiment, tout se joue dans cette décennie, avec le rôle des drogues, de la musique, des inventions formelles. Et donc, ouais, je pense que c'est pas mal lié, mais à nouveau, c'est très. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être très original en disant ça, hein. C'est l'ado de base des années 80-90 qui découvre Jim Morrison et Rimbaud au même moment, et donc avec les ponts évidents, hein, qu'il y a à faire entre les deux, même si je ne dirais pas que Jim Morrison avait le talent de Rimbaud, mais enfin, il avait quand même une certaine. Ouais, enfin, c'est impressionnant quand on est ado et qu'on découvre ça, ce Est-ce que rapport à la l'écriture langue. s'est imposée à ce moment-là alors? Est-ce que les premiers écrits Ouais, bah, en sont... fait, moi, j'ai toujours été fasciné par je sais pas, la figure de l'écrivain, le pouvoir de la langue. À nouveau, c'est des choses qui très tôt, enfin, dans mon éducation, j'ai très tôt enfin, j'ai grandi avec les livres. En fait, j'étais un enfant plutôt solitaire et donc oui, enfin, les livres, c'était mes premiers compagnons. J'ai très tôt été fasciné par le pouvoir de la langue, à la fois par mes lectures. J'ai raconté dans d'autres interviews, hein, que la fois où je pense que j'étais au CE1, où l'institutrice nous a fait asseoir en rond autour d'elle, et elle nous a lu une scène du Seigneur des Anneaux, où Frodo enfile l'anneau du pouvoir et passe comme ça dans le monde invisible. J'étais complètement subjugué. Enfin, j'étais subjugué à la fois par ce que ça racontait, mais aussi par le pouvoir en fait d'envoûtement de la langue. Et puis c'est au même moment où donc j'apprends l'hébreu, parce que donc éducation religieuse, voilà. Donc on apprend à lire l'hébreu, je découvre le pouvoir de l'alphabet hébreu, le rapport à la Waouh! kabbale, enfin à la magie, tout ça. Donc ouais, j'étais très tôt fasciné par ça. Et puis ouais, on va dire 10 ans après, au lycée, bah, je découvre effectivement à nouveau enfin voilà, les illuminations de Rimbaud, la lettre du voyant, la cérémonie de Jim Morrison, euh, et puis ouais, toute cette culture, cette contre-culture, ces rencontres entre les époques, le rapport aussi à l'Orient, enfin à l'Asie, on va dire, ou à la pensée asiatique, le zen, le Tao, enfin voilà, les Dharma Bums de Jack Kerouac, parce que on parlait de la route tout à l'heure, et il y a une référence qui est implicite, mais qui pour le coup est pas forcément citée dans les articles ou les interviews, mais Jack Kerouac, enfin voilà, la première fois qu'on lit On the Road, Mhm. moi j'ai eu la chance de lire en VO. C'est une expérience incroyable, quoi. À nouveau, pareil, de vitesse, d'une histoire enfin, d'un livre qui raconte strictement rien et qui en même temps vous embarque de la première à la dernière ligne. Donc oui, moi, c'est des choses qui m'ont vachement inspiré, influencé, et qui m'ont donné envie de faire partie de cet univers-là, avec l'apport contemporain. C'est-à-dire que voilà, on est en 2020, on n'écrit pas pareil que Jack Kerouac ou que Mm. Barbé d'Aurevilly. On a forcément quelque chose d'autre, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes romans, et en particulier avec celui-là, où il y a effectivement une référence très, très importante à Easy Rider dès le début, hein, puisque Mhm. le trip à moto. Et c'est un film, on peut même pas se rendre compte aujourd'hui, je pense en 2026, c'est quasiment impossible pour des gens qui sont nés au XXIe siècle de comprendre à quel point ce film a impacté, a joué un rôle clé dans la contre-culture, dans le cinéma indépendant, dans l'histoire en fait bah, du rock, de l'Occident, du cinéma. Et donc ouais, je suis vraiment hyper content que vous soyez allé le voir et que ça vous ait plu et parlé, que ça montre que ouais, c'est un film qui reste indépassable, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui est absolument génial avec vous, en fait, c'est qu'il y a tellement de références et musicales, littéraires. On a envie d'aller voir encore plus en profondeur qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc bah, merci beaucoup pour cette rencontre, pour Merci cette Lolita, première. Je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir rencontré. Donc voilà, bah, pareillement. merci. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, c'était le premier épisode de ce podcast que j'ai eu la joie de partager avec Nicolas Chemla. Nous avons parlé de racines familiales, du jeu JE dans la littérature, de la force d'une ouverture dans les 30 premières pages, mais aussi de Victor Hugo et de contre-culture. J'ai lu 3 extraits de son dernier roman L'Ensorcelé. Le mois prochain, un nouvel auteur que vous aurez la chance de découvrir bientôt. Abonnez-vous!